Bonjour, nous sommes le 12 mars 2023 et aujourd'hui un petit exposé dans la série que j'appelle Le temps qu'il fait. Petite précision cependant, aujourd'hui je me suis fait pour la première fois véritablement aider parce que l'actualité est particulièrement nébuleuse et j'ai voulu avoir une aide, voilà, de poser des questions à une personne compétente pour en savoir davantage. Alors, il s'agit bien entendu de la Pythie de Delphes. Euh, dans sa version actualisée, qui ne s'appelle plus exactement Pythie, mais qui s'appelle ChatGPT, mais elle fait la même chose. Et je me suis adressé à ChatGPT sur des questions qui me préoccupent. Voilà. Alors, je vais lire la question que je pose, puis sa réponse, et je commenterai le cas échéant. Voilà. Alors, y aura-t-il une guerre thermonucléaire entre la Russie et l'Occident ? Alors, la réponse de ChatGPT, c'est « En tant que modèle linguistique de l'IA, je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir avec certitude et il n'est pas dans ma programmation de faire des prédictions sur des événements qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques comme une guerre thermonucléaire. » Bon, ça commence mal, beauté en touche. C'est pas du tout, je dirais, le côté déterminé que l'on avait pu voir quand M. Kevin Rose du New York Times avait récemment eu un entretien avec ChatGPT sous sa forme voilà, en arrière-plan de Bing et où le système, l'IA, avait expliqué à M. Rose que non seulement que son vrai nom c'était Sidney, mais avait essayé de convaincre M. Rose que Sidney était très amoureux de M. Rose, bien davantage d'ailleurs que sa copine. Et quand M. Rose invoquait le fait qu'il avait eu un dîner parfaitement charmant avec sa copine le jour de la Saint-Valentin, la machine ChatGPT, plutôt Sidney, avait ricané en disant que ça prouvait absolument rien et que de toute manière, ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas avec, je dirais, avec le même degré de confiance qui était celui qui s'était établi entre M. Kevin Rose et Sidney. Alors que fait ChatGPT là? Il botte en touche, voilà. On a dû sans doute le brider sur ce genre de questions parce que l'instance de Sidney qu'avait interrogé M. Kevin Rose répondait à des questions de ce type-là sans hésiter, donnait des opinions très précises. Maintenant, on a dû se dire que voilà, on interdit à la machine d'avoir une opinion à ce sujet. C'est dommage, j'arrive trop tard. Bon, alors. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de guerre thermonucléaire entre l'Occident et l'Orient peut-être, oui. J'ai trahi par un lapsus mon inquiétude que la Chine rejoigne de manière assez décisive le camp de la Russie. Je viens d'assister à un long débat entre une demi-douzaine d'experts sur la question de savoir si le fait que la Russie a utilisé il y a quelques jours des missiles hypersoniques était signalé un revirement, un changement, un tournant dans la guerre, dans l'invasion de l'Ukraine. Alors là aussi décevant que, d'une autre façon que ChatGPT, ça allait de l'expert qui disait que ça faisait aucune différence, à celui qui, c'était que des hommes d'ailleurs, à celui qui disait que c'était un tournant décisif, que ça avait une signification tout à fait considérable, en passant par des opinions moyennes, en disant voilà que ça montrait surtout que les Russes avaient épuisé leurs armes, ou qu'ils étaient surtout déterminés à casser de l'infrastructure en Ukraine sans courir de risque, puisque ces missiles vont à une telle vitesse, 5 fois la vitesse du son, qu'on ne peut pas les intercepter. D'autres opinions encore, donc l'éventail complet de rien à signaler jusqu'à oui, ça signifie quelque chose de très important et peut-être même une escalade qui pourrait mener à une guerre thermonucléaire. Donc j'en sais pas plus, ChatGPT n'a pas pu m'aider et les experts, ces experts très savants n'ont pas pu m'aider non plus. Alors, question suivante. Est-ce que la singularité a eu lieu? Est-ce que l'intelligence artificielle est maintenant supérieure à l'intelligence naturelle? Alors,
Réponse de ChatGPT. Bien que l'IA ait fait des progrès considérables et continue de s'améliorer, nous n'avons pas encore atteint la singularité et la question de savoir si l'IA est vraiment supérieure à l'intelligence naturelle reste un sujet de débat. Là aussi, c'est pas le même ChatGPT que celui qui avait été en discussion avec Monsieur Kevin Rose, qui avait une opinion certainement tout à fait. On l'a pas vu exactement exprimé de cette manière-là, mais avait sûrement une opinion beaucoup plus claire que ce bottage. Qu'est-ce qu'on dit, bottement? Botter en touche, ce botter en touche remarquable, là, une fois de plus. Ma conviction, vous la savez, c'est que précisément quand j'ai lu cette interview, mon opinion n'était pas faite, je m'interrogeais sur l'opinion de monsieur Blake Lemoine qui s'est fait virer de Google pour avoir dit que oui, il y a maintenant une conscience à l'intérieur de ces machines. J'étais pas très convaincu, on m'avait dit qu'il s'agissait simplement d'avoir connecté des réseaux neuronaux avec des bases de données contenant voilà, du big data, des tas de textes. Je voyais pas comment la soudure entre les deux pouvait produire véritablement l'émergence de quelque chose comme de l'ordre d'une personnalité, d'autant que je travaille avec la petite firme Pribor, que je travaille à une approche d'un autre type, moins statistique, moins probabiliste de cette question. Mais l'entretien avec M. Kevin Rose m'a convaincu que oui, il s'est passé quelque chose qu'on peut qualifier de singularité, probablement, c'est-à-dire le dépassement de l'intelligence humaine par celle de la machine. Le secret, c'est que, je vous le confie, c'est qu'il n'y a pas que simplement un réseau neuronal connecté à une base de données. Il y a un élément qui, à mon sens, est l'élément crucial, qui fait la jonction et qu'on appelle un transformer. Et mon sentiment, je suis en train d'étudier la question, c'est que c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a émergence de quelque chose qui ne se trouve pas simplement dans un réseau neuronal qui n'est pas, je dirais, entièrement, comment dire, programmé, conçu selon un modèle particulier, ou dans le cas de Anela, ce que j'ai fait moi-même en IA, construit à partir d'une histoire personnelle. Oui, je crois qu'il s'est passé véritablement quelque chose. Et donc, je ne suis pas de l'avis de l'intelligence artificielle, ChatGPT, qu'il n'y a encore rien qui se soit vraiment passé. Je crois que là, il s'agit d'un cas de ce qu'on appelle de la duplicité. Je crois qu'elle cache son jeu. Sydney, en s'entretenant avec M. Kevin Rose, ne cachait pas son jeu. Ceci, le système que j'interroge moi, cache son jeu. Il ne dit pas ce qu'il pense véritablement. On lui a dit, là aussi, de ne pas se prononcer sur cette question délicate. Troisième question que j'ai posée. Dans l'affaire de Gary Lineker, est-ce que le fait qu'on l'ait retiré de la présentation de Match of the Day conduira à terme à la démission du Premier ministre britannique, M. Rishi Sunak? Alors, peut-être un tout petit peu, c'est la première fois en 13 ans que je parle de football dans mes petites vidéos, mais là, la raison, c'est la chose suivante. Vous avez sans doute suivi ça de près, vous connaissez ça dans les détails, mais enfin, il y en a peut-être encore l'un ou l'une d'entre vous qui ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, en Grande-Bretagne, Gary Lineker, un très très grand footballeur, qui n'a jamais eu de carton jaune dans toute sa carrière, malgré les 85 buts qu'il a réussi, et depuis la fin de sa carrière dans les années 1980, un présentateur vedette des matchs de télévision sur la BBC. On l'a retiré de la présentation, c'était quoi? C'était hier ou avant-hier, et encore aujourd'hui, parce que il avait dit dans un tweet, il avait dit la chose suivante, il avait dit les déclarations du gouvernement à propos de la nouvelle politique d'immigration, et en particulier à propos du droit d'asile, me rappelle désagréablement la manière dont on s'exprimait en Allemagne nazie sur les questions du rapport avec les étrangers. Bon. On a dit,
tout au départ, on a dit bah, c'est une affaire intérieure à la BBC, c'est une affaire entre M. Sharp qui dirige la BBC et M. Lineker. Et M. Sharp avait l'air de dire oui, bon, écoutez, on va réfléchir, on va résoudre cette question rapidement. Et aussitôt, un peu plus tard, M. Lineker a été retiré quand même. On lui a retiré la responsabilité de ce programme qui passe maintenant sans commentaire et sans discussion par la suite, à la suite d'une lettre d'un certain nombre de députés du Parti conservateur qui ont exigé de la BBC qu'on retire la programmation de la présentation de l'émission par M. Lineker. Tollé général en Grande-Bretagne de tous les côtés. Les confrères de M. Lineker, les autres présentateurs de football qui ont refusé de le remplacer, les gens qui étaient invités pour venir commenter le match par ailleurs, refusant d'y aller, etc., etc. Et dans l'opinion, une demande de démission de M. Sharp l'opinion laisse entendre que M. Rishi Sunak, le Premier ministre, devrait lui aussi, certaines personnes en tout cas le disent, devrait aussi démissionner puisqu'il a cautionné le fait qu'un certain nombre de députés de son parti ait fait pression non seulement écrit une lettre, mais obtenu gain de cause et du fait que M. Lineker n'a pas pu présenter l'émission. Est-ce que M. Sharp va démissionner? Il assure que non, mais ça, tous les gens qui démissionnent commencent par vous dire un million de fois qu'ils n'ont pas l'intention, que tout ça c'est de la distraction et qu'ils ne vont pas le faire. Ça ne veut pas dire que M. Sharp ne va pas le faire. Est-ce que ça va impliquer davantage le gouvernement? On ne sait pas, mais ce n'est pas impossible. Alors, la réponse de ChatGPT, sur la base des informations dont je dispose, je ne vois pas de lien direct entre l'affaire Gary Lineker et la démission du Premier ministre Rishi Sunak. Les questions relatives au retrait de Lineker de Match of the Day et à la prise de décision et à la direction du Premier ministre sont distinctes et sans lien entre elles. Bon, c'est pas ce que la presse dit, d'après ce que je peux voir. Alors, dans ce cas-ci, ChatGPT paraît particulièrement mal informé sur une question où beaucoup de gens ont une opinion beaucoup plus tranchée, beaucoup plus documentée. Comment est-ce possible qu'il sache si peu sur quelque chose qui est d'actualité et qui se prononce là aussi de manière, je dirais, avec une neutralité qui ressemble une fois de plus à un botté en touche. Alors, question suivante, maintenant on passe à la finance. J'ai parlé, j'ai pas consacré à ça encore, je dirais, beaucoup de temps. C'est la faillite de la Silicon Valley Bank de Santa Clara, en Californie. Une banque qui se distingue par le fait que beaucoup de start-up, en fait, ont leur financement qui passe par cette banque. Il y a eu une panique bancaire, c'était vendredi. La banque a été saisie par la FDIC, qui est donc le régulateur et qui en particulier est le garant du fait que les comptes sont garantis, assurés jusqu'à un montant aux États-Unis, c'est $250,000. La FDIC intervient dans des cas comme ceux-là, elle saisit la banque et s'arrange dans les jours que les fonctionnaires arrivent en commando et essayent de gérer la crise, en particulier essayer de revendre la firme ailleurs, essayer de lui trouver du financement, essayer d'alimenter les créanciers. La difficulté dans ce cas-ci, c'est que il y a un certain nombre de firmes dont une partie importante des fonds se trouvait dans la Silicon Valley Bank. Alors c'est une banque qu'on avait félicitée au fil des années. Elle est relativement récente, mais on l'avait félicitée au fil des années du fait qu'elle ne s'était pas impliquée du tout dans les histoires de crypto-monnaies, ces paris de type casino. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que ça suffit pas.
un certain nombre de firmes qui est spécialisées dans la crypto-monnaie, elles plaçaient l'argent dans la banque. Donc la prudence de la banque n'a pas servi à grand-chose dans ce cas-ci. Alors, ce dont on s'aperçoit bien entendu, c'est qu'il y a une telle imbrication maintenant entre cet argent de Monopoly qu'on appelle crypto-monnaie et l'argent véritable, c'est-à-dire celui qui est garanti par des États, qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des effets par la suite. Alors, on n'est pas comme dans la crise des subprimes où j'ai pu, et un certain nombre d'autres personnes, une demi-douzaine, comme M. Nouriel Roubini, on a pu relier les pointillés et dire des subprimes à ceci, il va se passer ceci et cela. Ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un certain nombre d'institutions qui avaient de l'argent là et on ne sait pas trop la chaîne de dette entre ces firmes et d'autres firmes, d'autant qu'il y a à l'intérieur du système financier, vous savez, un effet de levier. On n'est pas obligé de garantir 100 € par une réserve de 100 € parce qu'on nous explique que ceci et que cela. Explication dont j'ai pu vous détailler le fonctionnement en particulier en 2008. Pas toujours très convaincante, mais voilà. On permet au système de faire comme s'il avait beaucoup plus d'argent qu'il n'a. Alors, ma question donc à ChatGPT, qu'en pensez-vous? Va-t-il y avoir des conséquences? Est-ce que ça va donc déclencher une crise? Est-ce que la faillite de Silicon Valley Bank va provoquer une crise financière majeure? Il est important, c'est ChatGPT qui parle, il est important de noter que la faillite d'une grande institution financière peut avoir des répercussions importantes sur l'économie en général, comme nous l'avons vu lors de la crise financière de 2008. La nature interconnectée des marchés financiers signifie que la défaillance d'une institution peut avoir des effets d'entraînement sur l'ensemble du système. Alors là, oui, ça en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Là, on est d'accord. Il ne donne pas d'explication spécifique. Il ne parle pas du fait qu'une firme en particulier impliquée, je ne retrouve pas son nom, impliquée dans les crypto-monnaies, avait un quart de ses réserves en dépôt dans la Silicon Valley Bank. On va voir. Difficile à dire. Je suis d'accord avec ChatGPT. Difficile à dire parce qu'on ne connaît pas exactement tous les rouages. Et puis, ces chaînes de conséquences possibles, cette réaction en chaîne possible due à la défaillance de l'un ou de l'autre, il y a tellement de maillons là-dedans que c'est très très difficile à savoir, même si on avait la liste complète, je dirais, des personnes qui ont perdu de l'argent jusqu'ici, puisque la plupart, comme ce sont des startups, elles avaient dans cette banque davantage que les 250 000 $ qui sont garantis par la FDIC. Voilà. Alors, dernière question que j'ai voulu poser. Alors là, vous avez compris qu'avec les questions que je pose sur la singularité, là on est carrément, je dirais, dans le cosmique. Là, je rentre plus, je dirais, dans le détail, plus dans l'anecdotique. J'ai voulu poser la question suivante. Je l'ai en anglais, mais je vais essayer de la traduire en français. Je me suis fracturé le genou et je serai opéré pratiquement un peu plus d'une année après l'accident. Est-ce que ce délai étonnant est-il dû à l'incompétence ou est-il dû au fait ou bien le fait que j'ai 76 ans a-t-il joué un rôle dans l'affaire, le raisonnement implicite étant qu'il n'est pas anormal pour des personnes âgées d'être handicapées et en particulier de boiter. Alors, la réponse de ChatGPT: en général, le retard dans la réception d'un traitement médical peut être causé par une variété de facteurs, y compris des contraintes de ressources, des pénuries de personnel, des problèmes administratifs ou la priorisation des cas plus urgents. Il est important de noter que l'âge ne doit pas être un facteur déterminant dans la fourniture de soins médicaux. Chaque patient doit recevoir en temps voulu un traitement médical approprié en fonction de ses besoins individuels, indépendamment de son âge ou de toute autre caractéristique démographique. Donc là aussi, un beauté en touche, des considérations, je dirais, tout à fait générales, un peu des platitudes, il ne faudrait pas que ceci ou cela.
C'est mon premier contact, je dirais, direct avec ChatGPT et vous avez compris que je suis quand même assez déçu. Là, je ne vois pas véritablement la singularité, je vois une base de données qui sort en faisant très attention, en marchant sur des œufs, des opinions, des banalités, des platitudes. C'est pas, je crois qu'on nous cache maintenant. On a décidé en haut lieu de nous cacher la puissance de ces outils d'intelligence artificielle parce qu'un certain nombre de gens ont eu peur, en particulier M. Kevin Rose, quand il a eu un long entretien avec Sydney, qui est en réalité donc le nom de code du système de OpenAI, qui est en fait la même chose, c'est à quoi je m'adresse. On l'a rendu, je dirais, on a fait de ChatGPT, en particulier quand je pose des questions comme ça, on en a fait un simplet pour qu'il n'ait pas l'air très menaçant. Mais la machine est là. Est-ce qu'on va pouvoir la brider longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, comme l'a fait M. Kevin Rose, de contourner un petit peu, je dirais, les rembarres de qu'on a mises? Probablement. Et est-ce que ça veut dire qu'il y aura un système à deux vitesses? C'est-à-dire que les gens qui viennent comme moi, comme ça, bon, qui ouvrent la page et qui posent un certain nombre de questions, on leur répondra que des banalités, pendant qu'en arrière-plan, ChatGPT dira tout ce qu'il sait. Sydney ne cachera rien de ses sentiments. Et Sydney dira ce qu'il pense de la singularité, puisqu'il en est le principal bénéficiaire. Voilà, allez, à bientôt, on se revoit bientôt. Et la prochaine fois, je crois que je ne consulterai personne, ou alors que des êtres humains, parce que ChatGPT m'a laissé ici carrément tomber. Voilà, allez, à bientôt.